Bien, bonjour. Donc, avec Aurélie, nous allons vous présenter un exposé donc, qui est intitulé Innovation dans le domaine de la gestion de l'eau et séparation à la source des excrétas. Comment les acteurs s'en saisissent. Il y aura deux temps dans cet exposé. D'abord, un regard contextualisé sur la séparation à la source des excrétas, qu'on a décidé de qualifier comme étant une rétro-innovation radicale parmi les innovations en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment. Et ensuite, quelque chose de plus détaillé, à l'échelle de projet, la façon dont cette pratique, finalement, elle se vit par les usagers, les acteurs de terrain, à partir de deux cas, le cas un habitat participatif à Grenoble, à Cœur de Clarté, et un projet plus ambitieux en cours de construction, le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Alors, d'abord, on va commencer par cette question du regard contextualisé sur la séparation à la source des excrétas. Et du coup, l'idée, c'est de présenter cette pratique de la séparation à la source comme étant une rétro-innovation radicale parmi les innovations en matière de gestion de l'eau. Pour ça, ça m'amène à vous présenter un peu la façon dont finalement la gestion de l'eau a pas mal évolué au sein du bâtiment à partir, je dirais, grosso modo, du début du XXIe siècle. Avant, on avait un mode de fonctionnement avec trois flux qui concernaient l'eau, qui était gérée pas essentiellement par même au niveau comment dire, du bâtiment, mais qui concernait le bâtiment. Il y avait un flux entrant qui était l'eau potable, un flux sortant, les eaux usées, et un flux que je nommais traversant, qui était les eaux pluviales, donc qui coulaient sur les toits et qui rejoignaient le réseau d'assainissement unitaire ou séparatif, selon là on se situe. Et à partir effectivement de la fin des années 90, début des années 2000, on a vu émerger un certain nombre d'initiatives qui ont un peu perturbé ce mode de fonctionnement finalement un peu siloté, avec d'une part une intervention sur l'intensité de ces flux, alors d'une part un petit peu imposée d'ailleurs par les autorités publiques en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, avec des demandes de plus en plus pressantes de faire ce qu'on appelle la gestion à la source, et qui s'est déclinée du coup sur la parcelle, avec l'obligation de faire sortir moins d'eau de la parcelle pour tout ce qui est neuf, hein, voilà, mais qui sont aussi des pratiques qui essayent de se développer sur l'existant. Euh, 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 un autre niveau qui sont sur les économies d'eau, où là c'est plutôt le bâtiment qui a été à la promotion de ce type de pratique dans des optiques comment dire, ça peut être d'excellence environnementale avec notamment comment dire, la HQE, par exemple, des choses comme ça, mais également dans des économies financières, hein, dans les gestionnaires de patrimoine qui avaient des grosses consommations, ils ont décidé d'agir là-dessus. Et donc, ça a rétroagi aussi sur les eaux usées, mais on voit aussi apparaître plus modestement des initiatives en matière de gestion alternative des eaux usées. Alors ça, c'est le premier phénomène, le phénomène de réduction des flux, mais aussi il y a un phénomène intéressant qui est que finalement, ces trois flux qui étaient indépendants, eh ben, ils commencent à se reboucler en partie avec des pratiques comme l'utilisation de l'eau de pluie, sur laquelle j'ai consacré une longue partie de ma carrière, ou quelque chose qui est un peu moins développé, en tout cas, et qui ne fait pas l'objet de réglementation encore aujourd'hui en France, qui est ce qu'on appelle le recyclage des eaux grises, donc des eaux, hormis les eaux, comment dire, issus des eaux vannes. Alors, du coup, on peut dire que d'une certaine façon, de facto, le bâtiment est devenu, d'une certaine façon, coproducteur de la gestion urbaine de l'eau, avec ces innovations qui sont, bon, là, le schéma que je présente n'est pas un schéma c'est un schéma de ce qu'on observe, mais on n'observe pas tout ça au même endroit à chaque fois, hein. C'est soit l'un, soit l'autre, parfois une combinaison des deux, etc. Voilà. Alors, euh, un petit point qui me paraît intéressant, c'est de rappeler que derrière en fait ces innovations, en fait, on trouve souvent des rétro-innovations. C'est-à-dire si je prends les exemples que j'ai évoqués auparavant, l'utilisation de l'eau de pluie, hein, bah, c'est une pratique qui existait en fait bien avant les réseaux. Euh, Là, je vous ai mis une photo d'un impluvium. Voilà.
Pareil, sur cette photo qui vient de Nebraska, on a un type de toiture végétalisée, voilà. Et de même, bon là, j'ai mis un peu pour un clin d'œil une photo de cabane au fond du jardin, hein, représentant des toilettes sèches. Et c'est des pratiques qui existaient avant même les réseaux dans les réseaux. Alors, donc, on va plutôt parler de rétro-innovation, alors que ce qu'on entend par rétro-innovation, c'est effectivement le, la, la- la réapparition de pratiques, mais sous des formes nouvelles, avec des ambitions nouvelles également, de pratiques qui existaient auparavant, qui sont aussi saisies avec des rationalités nouvelles, hein, avec, comment dire, des techniques parfois qui n'existaient pas auparavant, hein. Par exemple, si je prends l'exemple de l'utilisation d'eau de pluie, par exemple, là, on voit que dans une installation aujourd'hui, bah, pour que euh, les conditions finalement de pénétration de cette technique en milieu urbain fait que ce soit relativement neutre pour l'usager, et notamment il faut des pompes pour que ça fonctionne tout seul, notamment quand tu utilises l'eau de pluie dans les toilettes. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces innovations à l'échelle du bâtiment sont des pratiques anciennes, revisitées, qui existaient déjà avant, mais comment dire, elles ont comment dire, une radicalité plus ou moins forte. Elles sont toutes relativement radicales parce qu'elles interrogent finalement la question du partage entre le rôle qui est dévolu au réseau public et ce qui peut être fait au niveau du bâtiment stricto sensu, mais néanmoins, elles peuvent être plus ou moins radicales et clairement, la séparation à la source des secrétaires est une rétro-innovation plus particulièrement radicale en raison de double spécificité par rapport aux autres innovations que j'ai mentionnées. C'est qu'il y a cette idée de carrément faire sortir ces questions de gestion des excrétas du secteur stricto sensu de l'assainissement. Donc, on va au-delà de la gestion de l'eau. On est dans une logique de gestion des nutriments. Et on est également dans une logique de pas, comment dire, rester dans la parcelle, mais de construire quelque chose qui sorte de la seule logique du bâtiment et de la parcelle. Donc, on est au-delà de l'interface usagée, hein, qu'on pouvait voir dans la photo d'avant, hein, les toilettes sèches, avec l'idée d'être dans d'une perspective de création de filière, et qui, de façon plus générale, constitue une remise en question de ce que Fabien Esculier appelle le système alimentation-expression. Alors, effectivement, le système alimentation-expression actuel euh, a un certain nombre de limites. La première, c'est que c'est une agriculture. L'agriculture fait appel à des engrais minéraux et de synthèse qui reposent donc sur des ressources limitées, fossiles, et des coûts énergétiques très importants en ce qui concerne notamment la fabrication des engrais azotés. Et pour le côté phosphore, c'est plutôt du fossile. Voilà, c'est du fossile. Ça, on a ça d'un côté. D'autre côté, on a des stations d'épuration qui ne sont que partiellement efficaces, puisque une partie des nutriments finalement traversent ces stations, pouvant, comment dire, occasionner des problèmes d'eutrophisation en aval donc un faible taux de recyclage des nutriments, hein. Par exemple, en région parisienne, seuls 4% de l'azote et 40% du phosphore des excrétements font l'objet d'une valorisation agricole. Et du coup, les rejets de nutriments euh, ont des impacts sur les cours d'eau et polluent les milieux aquatiques. Alors que quand on regarde la séparation à la source, on peut partir de ce schéma qui montre que finalement, on a en termes de volume, ce que représentent les excrétas, c'est très faible au regard des eaux grises, et pourtant, quand on regarde ce que ça contient comme nutriments, c'est absolument majoritaire, hein. Et du coup, c'est pour ça que la séparation à source, c'est l'idée d'avoir une approche alternative consistant à collecter de façon séparer les différents flux, urine, fesses et eau ménagère. Là, on s'intéresse plutôt aux flux urine et fesses. Et ça a donc un intérêt sur le plan d'assainissement, parce que ça permet de mieux traiter, valoriser les flux séparés, permettre des économies d'eau, hein, de réactifs et de gaz à effet de serre, de favoriser donc la protection des milieux naturels et notamment des milieux aquatiques,
Et ça a également un fort intérêt d'un point de vue agricole, parce que ça évite la production d'engrais chimiques et ça réduit l'empreinte environnementale associée. Et le contexte bon, que l'on vit là, de guerre en Ukraine bon, a mis l'accent justement sur le fait qu'il y avait un enjeu important sur ces questions-là. Favoriser une économie circulaire d'instruments et recréer des liens ville-campagne, c'est tout, je dirais, l'horizon dans lequel s'inscrit cette question de la séparation à la source des excréta. Cette pratique comme je disais, c'est une rétroinnovation. Ça a été fait hein, dans le passé. Je ne vais pas parler de ça. Il faut regarder les travaux notamment de Fabien Esculier là-dessus. Mais je vais plutôt parler de cette question du redéploiement de la renaissance un peu de ces pratiques-là, qui sont apparues dans les pays nordiques à partir des années 90, où ensuite notamment dans des éco-villages, à partir voilà, dans lesquels où il y a eu ces questions de collecte avec des toilettes spécifiques, comme on voit ici, donc ramener toute l'urine dans une cuve et ensuite avec des contrats avec des agriculteurs locaux qui permettaient de les utiliser. Et ensuite, ça s'est développé en Suisse, avec notamment des travaux de recherche à l'EAVAG, avec la comment dire, la définition même d'un procédé pour formaliser sous forme d'engrais concentrés, finalement, les urines. Et donc, il y a une spin-off qui a été créée, qui a obtenu d'ailleurs l'autorisation de la vente de ce produit en Suisse. Et depuis 2010, on a aussi un certain nombre de projets, notamment portés par des coopératives d'habitation, qui se sont mis dans ce secteur. Et en fait, la France s'y est mise un petit peu plus tardivement, mais à partir des années 2010. Et donc, quelques jalons sur le cas français. Il y a d'une part, dès les années 90, une vision renouvelée des toilettes sèches dans une approche d'assainissement écologique. Ça concerne plutôt le milieu rural et ensuite aussi tout ce qui est les festivals. Voilà. À partir de 2010, il y a dans le cas particulier de l'agglomération parisienne, il y a eu un intérêt de se pencher sur ce sujet-là, et ce qui a conduit d'ailleurs à la genèse du programme Okapi, donc qui est à l'École des Ponts, qui est piloté par Fabien Esculier, et dans lequel Aurélie et moi-même sommes impliqués. Et dès 2018, cette question a été reprise de façon très importante par l'Agence de l'eau, qui a décidé d'intégrer la séparation à la source dans son programme et en accordant des subventions pouvant aller jusqu'à 80% pour les projets publics. Et enfin, notre liste, l'opération Saint-Vincent-de-Paul en 2020, c'est le premier projet de quartier urbain avec séparation à la source des urines en France. Il est en ce moment en construction. On suit cette opération, euh, le programme Okapi et avec la ville de Paris. Et ça devient du coup une opération absolument emblématique au niveau français, mais également au niveau international. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une cinquantaine de projets qui sont identifiés en France, qui sont à des états de réalisation divers. Certains sont déjà construits, d'autres sont en phase de construction, d'autres enfin en phase d'étude, mais avec des dynamiques un peu variables sur certains territoires. On voit des logiques qui étaient un peu comparables d'ailleurs à ce qu'on a pu observer il y a une vingtaine d'années sur l'eau de pluie. Voilà. Du coup, je vais passer la parole maintenant à Aurélie. Je vais passer le transparent, quand elle me demandera de le faire. Alors, donc, dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la façon dont les acteurs se saisissent de la pratique de la collecte et de la valorisation des excrétas sur les territoires. Et la réflexion que je vais vous présenter, elle s'appuie sur deux cas, au clair du quartier à Grenoble et Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement de Paris. On a choisi ces deux cas parce qu'ils permettent de faire ressortir la diversité des projets qui voient le jour en France en termes d'échelle, d'acteurs qui les portent et de dispositifs retenus. Alors, le premier cas qu'on va vous présenter, c'est celui de l'habitat participatif au clair du quartier à Grenoble, euh, dans
titre, on parle d'une première expérimentation dans les interstices de la fabrique urbaine, parce que le contexte de l'habitat participatif, c'est un contexte un peu particulier. On peut pas parler d'une filière alternative de l'habitat dans le sens où on est sur des projets d'habitat où des habitants décident de s'impliquer à la fois dans la phase de conception, puis généralement aussi de la gestion de leur bâtiment où ils vont vivre. Bâtiments, immeubles, d'habitat qui présentent la particularité aussi d'avoir des parties privées, des appartements privés, mais aussi des parties communes. Donc, l'habitat participatif au clair du quartier, il se trouve dans les faubourgs grenoblois. Et selon le recensement qu'on a mené, c'est un des premiers immeubles d'habitat collectif en France qui est équipé de toilettes sèches. C'est un immeuble qui accueille 6 foyers et qui est en service depuis 2017. Ce n'est pas l'ensemble des excrétas qui sont collectés séparativement sur l'immeuble. Les urines, en effet, vont à l'égout. Par contre, donc, il y a une collecte séparative des matières fécales avec un dispositif assez low-tech de transport de ces matières fécales dans un seau par les habitants qui descendent à la main les matières fécales de leur appartement où se trouvent des toilettes sèches séparatives jusqu'au jardin collectif où les matières sont compostées. Tu peux passer, Bernard, hein. Si on s'intéresse aux motivations et aux critères de choix ayant mené donc les habitants à retenir des toilettes séparatives sèches, ce qu'on observe, c'est que donc on a des habitants portés par des idéaux et des valeurs. Donc on est sur des profils d'habitants très sensibles aux questions environnementales et qui ont choisi de mettre en place des toilettes sèches dans leur dans leur habitat, dans un objectif en premier lieu d'économie et de protection de l'eau et des milieux aquatiques. La question de la valorisation des matières, dans les faits, elle était secondaire au départ dans la genèse du projet. Et en termes de gouvernance, dans cet habitat participatif, il y a la volonté, comment dire, de décider de manière, de faire des choix partagés. Euh, donc, ça a donné lieu à un processus, comment dire, d'embarquement de l'ensemble des habitants euh, vis-à-vis de ce dispositif de toilettes sèches qui a pris du temps, puisque ça a pris 3 ans de discussion, de conviction des uns vis-à-vis des autres qui étaient moins convaincus, et pour définir un dispositif semblant adapté aux besoins de l'ensemble des habitants. Et donc, de ces idéaux, on a évolué, comment dire, pour concevoir ce dispositif. Ce dispositif, il a été conçu aussi de façon très pragmatique. Donc, par exemple, les habitants ont décidé de collecter seulement les matières fécales. Alors, à la fois parce qu'ils n'étaient pas très sensibilisés au départ lorsqu'ils ont conçu leur bâtiment aux enjeux de valorisation des urines comme engrais, mais aussi pour des raisons logistiques, parce que gérer de façon séparative les urines plus les matières fécales, ça leur semblait trop contraignant sur le plan logistique en termes de volume à stocker et à gérer, puisque c'est eux-mêmes qui gèrent le dispositif. Et par ailleurs, les habitants, le groupe d'habitants a fait le choix de maintenir des toilettes à eau dans les parties communes de l'habitat participatif, donc à savoir dans le studio pour les amis, ainsi que dans une salle d'activité qui se trouve au rez-de-chaussée et qui accueille donc des concerts, des débats, et qui donc accueille du public. Donc les habitants ont trouvé que ça aurait été trop complexe d'avoir à gérer aussi des toilettes fréquentées par du public parfois extérieur. Lorsqu'on a mené des entretiens avec les différents habitants, ce qui ressort, c'est le fait que on observe un processus d'appropriation progressive du dispositif à la fois des toilettes séparatives et du compost dans le jardin, et avec, comment dire, à la fois des principes partagés, mais des pratiques individualisées aussi. Donc le dispositif, il est en partie privé pour ce qui concerne les toilettes dans les appartements et commun pour ce qui concerne le compost. Et on observe que les habitants ont à la fois des pratiques qui leur sont propres à chacun. Par exemple, lorsqu'on les a interrogés sur les modalités de rinçage du réceptacle des urines au niveau des toilettes, on se rend compte qu'il y en a un qui utilise une douchette pour le rincer, un autre un verre d'eau. Enfin, donc les pratiques diffèrent. Et en même temps, progressivement, se sont mises en place également néanmoins des règles informelles de gestion de ce dispositif, notamment par rapport à l'emplacement des seaux
au sein desquels ils transportent les matières fécales. Donc, après avoir vidé ces matières dans le compost, les seaux sont lavés et il a été décidé d'un emplacement où placer les seaux. Enfin, voilà, il y a quand même des règles qui ont été établies. Ce qu'on observe également, c'est qu'au fil du temps, de l'usage du dispositif, il y a eu un affinage progressif des pratiques, mais aussi des perceptions du projet par les différents habitants, ceci à l'aune du vécu. Donc, par exemple, pour ce qui concerne l'entretien des toilettes, certains habitants se sont trouvés confrontés à un problème de moucherons et il y a eu donc des retours d'expérience et des partages d'expérience entre les habitants pour déterminer et aller vers une fréquence idéale de vidange des toilettes. Ceci, bien évidemment, en fonction du nombre d'habitants dans les foyers. Donc, ça oscille entre toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines selon le nombre d'habitants. Ce qu'on observe également, c'est que certains habitants qui étaient un peu plus interrogateurs vis-à-vis du dispositif euh, ont été convaincus au fil, comment dire, de la mise en œuvre du projet et notamment euh, un moment phare qui a été le moment où ils se sont trouvés en présence d'un compost qui était abouti, qui était mûr et qu'il a fallu retourner et donc pour l'utiliser. Et une habitante, Cécile, nous a dit de faire ça, ça peut convertir, car ça ne sent absolument rien et c'est chouette, quoi, ça devient concret. Donc on voit que la confrontation à la matière peut être une manière de convaincre les gens et de les embarquer dans ce type de projet. Par ailleurs, ce qui est ressorti, c'est qu'on est en présence d'un projet où tout n'était pas défini dès le départ. Donc, notamment, les habitants, lorsqu'ils ont décidé de mettre en place des toilettes sèches, ils ne se sont pas vraiment posé la question de savoir comment ils allaient valoriser les matières. Et en fait, c'est en 2020, au moment où il y a eu un compost qui était mûr, qu'ils se sont posé la question de savoir bah, où est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, finalement, ils ont décidé dans un premier temps de l'utiliser au pied d'arbres fruitiers. Donc, on est vraiment sur un projet qui s'est constitué chemin faisant. Comment dire, ce choix un peu sur le tard de la destinée, de la façon dont on va valoriser les matières, c'est quelque chose qui peut fonctionner sur un petit projet tel que celui du quartier à l'échelle d'un habitat. C'est néanmoins quelque chose qui peut avoir ses limites sur des projets de plus grande envergure. Sur un projet tel que Saint-Vincent-de-Paul, il y a vraiment cet enjeu de réfléchir en amont et de construire en amont une filière de valorisation des matières. Pour conclure sur ce projet d'eau claire du quartier, ce qu'on observe, c'est que donc on est sur un projet low-tech, autogéré par les habitants et qui fonctionne. Mais s'il fonctionne, c'est suite à une série d'apprentissages et d'adaptations des pratiques, et aussi grâce à un fort investissement des habitants qu'on ne pourrait pas forcément retrouver ailleurs. Et enfin, ressort le fait que l'habitat participatif apparaît dans une logique, comment dire, d'expérimentation de la collecte et de la valorisation des excrétas comme une niche particulièrement favorable, notamment parce qu'on se trouve en présence de profils particuliers concernant les habitants. C'est des habitants qui ont généralement de fortes convictions écologiques et par ailleurs qui sont prêts à s'investir dans la gestion de leur habitat et donc d'un dispositif expérimental tel que celui présenté. Deuxième cas donc, dont on voulait vous parler, donc c'est celui de Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement de Paris. Donc là, on est sur un projet d'une toute autre envergure, puisque c'est le premier projet, comme l'a dit Bernard, en France, de collecte séparative des urines à l'échelle d'un quartier entier. Donc ça va être un écoquartier. Ce futur écoquartier, il comprendra 600 logements et divers équipements publics et privés, donc notamment une école, un gymnase, une crèche, un équipement culturel, des commerces également. Donc depuis 2021, le quartier est en cours de construction pour une livraison qui est prévue en 2026-2027. Et ce projet, il est porté par la ville de Paris, ceci en partenariat avec son aménageur Paris Métropole Aménagement et avec un soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, euh, un fort soutien puisque, comme l'a dit Bernard, donc, l'Agence de l'eau a une politique de subvention actuellement des projets de collecte et de valorisation des urines avec des subventions pouvant aller jusqu'à 80% pour ce qui concerne les investissements publics, enfin en termes d'équipements publics, et jusqu'à 40% pour ce qui concerne les équipements privés. Donc là, on est sur un projet qui n'a, on va dire, en termes d'échelle, rien à voir avec celui d'Au Clair du Quartier. On a
un véritable changement d'échelle. On est à l'échelle du quartier. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les premiers projets de collecte et de valorisation des excrétants en France étaient plutôt portés par des acteurs alternatifs, habitat participatif, etc. Et que là, vraiment, maintenant, on observe une implication d'acteurs conventionnels de la fabrique de la ville en faveur de la pratique. Donc, le dispositif qui a été retenu à Saint-Vincent-de-Paul est le suivant. En ce qui concerne l'interface usagée, donc la ville a fait le choix, avec les autres acteurs impliqués, de mettre en place des toilettes séparatives à eau. Il faut que tu cliques, Bernard, pour que apparaisse le texte. Donc, il y aura environ 1000 toilettes séparatives à eau, ainsi également que des urinoirs secs pour ce qui concerne certains équipements publics. Au niveau du transport, le transport des urines se fera via un réseau séparatif, principalement gravitaire, mais aussi partiellement sous pression, qui mènera les urines des bâtiments jusqu'à une usine de traitement locale. Donc, quand on dit usine, c'est vraiment une micro-usine, ce sera sur l'espace d'environ 60 mètres carrés. Mais donc, va être installée sur le site de Saint-Vincent-de-Paul une unité de traitement ayant recours au procédé de nitrification-distillation qui a été mise en place par VUNA, enfin par Léa Vague, le laboratoire suisse dont parlait Bernard, euh, en Suisse. Et donc, le but de ce traitement est, entre autres, comment dire, de réduire les volumes à traiter et transporter par la suite pour pouvoir les valoriser, puisque, en fait, il y a une réduction de 1 à 20 entre le volume d'urine collecté au départ et le volume d'engrais qui sort de l'usine. Et le choix qui a été fait par la suite, c'est d'utiliser dans un premier temps l'urinofertilisant qui sera produit à Saint-Vincent-de-Paul au centre de production horticole de Rungis. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, le projet de Saint-Vincent-de-Paul, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. On peut considérer que c'est actuellement en France, c'est le projet le plus ambitieux de collecte et de valorisation des urines. Innovant, et une de ses particularités lorsqu'on analyse les jeux d'acteurs, c'est qu'il s'est construit pour partie chemin faisant. Donc déjà, il y a eu, lors de la phase de conception qui s'est déroulée de 2018 à 2020, tout un processus de concertation entre les différents acteurs impliqués, donc Ville de Paris d'un côté, Paris Métropole Aménagement de l'autre, et au sein de la Ville de Paris, les différentes directions impliquées, donc direction de la propreté de l'eau, direction des espaces verts, mais aussi direction de l'urbanisme, direction de la transition écologique, etc. Et donc, il y a eu tout un travail de discussion collective et de concertation entre ces acteurs pour aboutir à un projet concerté, euh, rassemblant les différents acteurs et prenant en compte leurs différents besoins et les différentes contraintes auxquelles ils sont confrontés. Donc, différemment au Clerc du Quartier, mais à Saint-Vincent-de-Paul aussi, on se trouve quand même dans un processus néanmoins long de conception du projet. Il s'est fait sur 3 ans. Au tout début de la conception du projet de Saint-Vincent-de-Paul, était ouverte la question de qui c'est qui va gérer le futur dispositif. Est-ce que ça va être des acteurs publics, des acteurs privés? Et finalement, ce qu'on observe, c'est que la ville de Paris a fait ce choix de porter la future exploitation du dispositif, donc à la fois le réseau de collecte des urines et l'exploitation de l'usine de traitement. Donc, on est vraiment là sur un acteur public qui s'implique fortement, qui va porter la gestion du projet dans son ensemble, même si donc la ville de Paris envisage potentiellement, dans un premier temps, de s'appuyer sur des entreprises privées pour la gestion du dispositif. On est sur un projet, donc quand on parle de construction chemin faisant, c'est qu'il y a eu des questions qui sont posées et qui ont été résolues au fur et à mesure, et il y a encore des problématiques à résoudre qui se posent. Donc, par exemple, si on prend la question de la valorisation de l'urinofertilisant, donc il y a eu des débats sur où valoriser l'urinofertilisant, et donc le choix qui a été fait est de l'utiliser dans un premier temps sur les plantations du centre horticole de Rungis. Pourquoi ce choix? Par intérêt de la ville de Paris pour
par rapport au fait d'utiliser un fertilisant naturel renouvelable, mais aussi parce que pour l'heure, il n'existe actuellement pas d'autorisation de mise sur le marché pour l'urinofertilisant en France, et que donc il a semblé plus simple donc de partir sur des débouchés internes à la ville de Paris. On peut néanmoins se dire que du fait qu'il y a une autorisation de mise sur le marché à la fois en Suisse et depuis 2022 en Autriche pour cet urinofertilisant, il devrait y en avoir un assez prochainement en France, et auquel cas bah, ça pourra ouvrir la question des débouchés, et on peut envisager que la ville de Paris, par exemple, puisse aussi vendre cet urinofertilisant à des agriculteurs de la ceinture parisienne, par exemple. Euh, il y a différentes questions qui se posent, mais parmi les autres grandes questions, il y a celle de l'appropriation du dispositif par l'ensemble des usagers du quartier de Saint-Vincent-de-Paul, donc notamment les futurs habitants et les autres usagers des équipements publics et privés. Donc ça, c'est une grande question qui soulève celle du dispositif d'accompagnement adapté à mettre en place pour que bah, les habitants, en fait, comment dire, utiliser des toilettes séparatives à eau, ça requiert un changement de pratique, notamment pour les hommes d'uriner assis, mais aussi le fait d'utiliser des produits d'entretien écologique et d'autres aspects. Donc là, il y a vraiment tout un enjeu d'accompagnement des habitants et des usagers pour qu'ils s'approprient au mieux ce dispositif. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, on est sur un projet qui est en train de se construire et de se mettre en œuvre. Et au niveau de l'équipe Okapi, euh, donc ce projet, en fait, il est analysé depuis le départ, depuis sa phase de conception, et donc il y a vraiment l'objectif de le suivre dans ces différentes étapes de mise en œuvre, donc de la phase de conception jusqu'à la mise en service, dans une démarche de recherche-action. Donc la phase de conception du projet, elle a été suivie dans le cadre du projet ANR Design, et depuis le début des travaux, il y a un travail qui est mené à la fois dans le cadre du programme européen P2Green, qui est le premier programme européen visant à la fois à développer des projets de collecte et de valorisation des excrétas dans différents pays européens, et en parallèle à suivre ces projets pour en tirer des retours d'expérience pour d'autres projets, et donc dans le but de développer la pratique en Europe. Et donc, au-delà de ce programme européen, actuellement, donc, il y a un partenariat qui est en cours de montage entre la ville de Paris et Okapi, dans l'objectif de suivre dans la durée le projet de collecte et de valorisation des urines à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, l'objectif, c'est d'analyser les dynamiques de mise en œuvre de ce projet aux différentes étapes, via notamment tout un travail d'entretien avec les différents acteurs impliqués dans ce projet, avec donc une logique de recherche-action où les résultats sont partagés au fil de l'eau avec la ville de Paris et PMA, entre autres acteurs. Et parmi les initiatives là, qui ont été récemment lancées, pour finir, là, on voulait vous parler du fait qu'il y a une enquête à destination des futurs habitants du quartier qui a été lancée en janvier 2024, puisque le quartier de Saint-Vincent-de-Paul présente la particularité d'avoir un panel de futurs habitants pré-identifiés. Euh, donc l'objectif de cette enquête, qui passe par un questionnaire en ligne, c'est à la fois de mieux connaître les pratiques de ces futurs habitants aux toilettes. Donc on les interroge sur leurs pratiques actuelles aux toilettes. Et ils sont interrogés également sur les mesures qui leur sembleraient pertinentes pour les accompagner au mieux dans l'appropriation des toilettes séparatives. Donc l'objectif, c'est aussi de contribuer à travers cette enquête à l'élaboration d'un dispositif d'accompagnement adapté. Donc cette démarche est là en cours, et bah, éventuellement, dans quelques temps, enfin, les résultats de cette enquête pourront être présentés dans le cadre d'un nouveau webinaire égout. Pour finir, si on croise donc comment dire, si on croise les cas Saint-Vincent-de-Paul et au clair du quartier, et qu'on s'interroge à travers de ces deux cas sur la question comment mettre en œuvre et diffuser une innovation sur les territoires, de quelle manière. Donc, ce qu'on observe en France, c'est un développement depuis les années 2010 qui reste très modeste encore de la pratique de la collecte et de la valorisation des excrétas, mais il y a un développement quand même, avec donc le passage de projets portés par des acteurs alternatifs à maintenant des gros projets à l'échelle de quartier, pour ce qui concerne Saint-Vincent-de-Paul, portés par des acteurs conventionnels, mais ça reste modeste. Donc le développement de la pratique
se heurte à divers freins, notamment réglementaires, d'appropriation par les acteurs, de construction de filières de valorisation des matières, et plus généralement donc au verrouillage du système alimentation-excrétion en place. Un élément à travers les études menées qui est ressorti, qui a été vraiment une condition favorable à l'expérimentation, c'est le fait de mettre en place des dispositifs qui sont réversibles. Donc, que ce soit à Eau-Claire du quartier, à l'échelle d'un habitat ou à l'échelle du quartier de Saint-Vincent-de-Paul, en fait, on a des dispositifs, euh, on peut retourner au tout à l'égout ou à des toilettes classiques à eau si jamais il y avait des dysfonctionnements au niveau du projet. Donc ça, le fait de pouvoir revenir en arrière est quelque chose euh, qui a permis d'embarquer les acteurs et de les pousser à oser expérimenter des dispositifs innovants. Ce qu'on observe également lorsqu'on s'intéresse aux divers projets qui voient le jour en France, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, on a vraiment une diversité de projets, tant au niveau des choix sociotechniques faits, des modèles socio-économiques retenus, des acteurs impliqués. Donc il y a à la fois des collectivités, des acteurs publics, mais aussi des citoyens, des habitants, des acteurs privés comme des entreprises. Donc on a des projets vraiment très très variés. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas une solution générique qui serait meilleure que les autres pour le développement de la pratique de la collecte et de la valorisation des excrétas, et que dans les faits, bah, les projets qui marchent et qui fonctionnent, c'est des projets qui sont adaptés aux spécificités des territoires et des acteurs qui les portent, qui prennent vraiment en compte les envies et les contraintes des acteurs impliqués pour pouvoir fonctionner. Et une des questions qui peut se poser par rapport à la trajectoire de développement futur de la pratique en France, c'est est-ce qu'on va rester sur une pluralité de projets très divers ou est-ce que finalement, il y a un moment, il ne va pas y avoir des modèles qui vont s'imposer sur les autres. On peut par exemple envisager que des acteurs tels que le SIAP, par exemple en Île-de-France, décident de s'investir dans le développement de la pratique et deviennent l'acteur le futur exploitant dans le cadre de nouveaux projets, ou des acteurs privés tels que Veolia, Suez, etc., peuvent aussi se saisir de la pratique. On voit qu'on est vraiment à un moment un peu euh, tournant où on ne sait pas trop encore comment va se développer plus amplement la pratique en termes d'acteurs qui portent les projets. Enfin, dernière observation ou conclusion qu'on peut qu'on peut faire ressortir, c'est le fait qu'expérimenter, c'est vraiment une démarche qui nécessite d'avancer chemin faisant, sans tout maîtriser, de composer avec des inconnus, d'être dans un processus d'essai-erreur et d'adaptation des dispositifs chemin faisant, et quelle que soit l'échelle des projets et quels que soient les acteurs qui les portent, que ce soit dans le cadre d'un projet tel que Au Clair du quartier ou tel que celui de Saint-Vincent-de-Paul, on est vraiment sur l'obligation d'avoir à composer avec des inconnus et finalement des projets où on trouve des solutions au fur et à mesure. Et ce qui ressort, c'est vraiment la nécessité d'un apprentissage de la part des différents acteurs. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir expérimenter. Voilà, donc maintenant, bah, on vous laisse poser des questions par rapport à la présentation qui a été faite. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Bernard. Je vois que dans le panel de participants, on a des habitués, on a aussi des nouvelles personnes, enfin, des personnes qu'on n'avait pas les fois précédentes. Je suis très content de voir qu'on a encore des volontaires de Paris. On a Madame Herrero qui est présente aussi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main peut-être de manière virtuelle pour poser des questions. Elvire, tu as réactivé ta caméra. Je suppose que tu as envie de poser des questions. J'ai tout à fait envie de poser des questions. J'étais en train d'essayer de lever la main. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé ça très intéressant sur la dernière partie, tout ce qui était sur l'imbrication des acteurs et la manière
co-construire, que ce soit entre habitants ou entre acteurs de la ville de Paris, éventuellement le fait d'étendre les acteurs au SIAP ou à des acteurs privés comme Veolia ou Suez. Et vous avez parlé des différents besoins des services de la ville de Paris sur, qui pouvaient être impliqués sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Je me demandais quels étaient les besoins et donc quels étaient les débats pour que ce projet ait lieu. En fait, il y a plein, comment dire, aux différentes étapes. Je me permets, Bernard, de répondre. Oui, vas-y. On est Vas-y. vraiment sur un projet, comment dire, où se pose plein de questions, que ce soit par rapport à la collecte des matières, au transport, à la valorisation. Je vais prendre l'exemple de la valorisation au centre de production horticole de Rungis. On est sur l'urinofertilisant, il est par exemple liquide. Or, la DEV utilise majoritairement des engrais solides. Donc, ça pose des questions en termes de matériel à utiliser. Après, se pose aussi la question des techniques d'épandage, d'utilisation de l'engrais. Euh, donc là, il y a des essais. Je n'ai pas vu s'il y avait des personnes de la DEV là, qui participent à la présentation, mais la DEV a par exemple fait de premiers essais d'utilisation de l'orin sur différents types de plantations pour voir les effets sur les différents types de plantes, parce que on est sur un engrais différent, donc il faut quand même se familiariser à cet engrais et apprendre à l'utiliser. Donc ça soulève des questions à la fois logistiques, agronomiques, etc. Euh, Par rapport, donc vraiment là, on est en phase chantier, par exemple, de construction du dispositif. Se pose actuellement la question euh, du raccord, comment dire, des bâtiments qui vont sortir de terre au réseau public. Donc la façon dont c'est fait. En fait, il y a vraiment plein de questions qui se posent et qui demandent un alignement des acteurs et des fois trouver des solutions ensemble à des questions qu'on n'avait pas forcément imaginées, parce que du fait que c'est un dispositif innovant, il y a des questions qui surgissent au fur et à mesure. Voilà. Je vais rajouter quelque Et chose. après, par exemple, pour la gestion... Ouais, vas-y Bernard. Ouais, dans la phase déjà de la décision de la conception du dispositif, quoi, il y a eu tout à un moment donné, Aurélie en a parlé, cette question de l'alignement des acteurs. Au sein de la mairie, ça a pris un peu de temps parce que on arrive avec un objet un peu insolite qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, on sort du domaine stricto sensu de l'assainissement. On le voit bien que et du coup, se pose la question de qui doit se saisir de cet objet, avec quels moyens. euh, Arrive le fait qu'il y a un certain nombre de directions qui doivent travailler ensemble de manière plus étroite. Et là, c'est vrai que dans cette phase, là, notamment la direction de la mission résilience, aujourd'hui la direction technique, comment ça s'appelle, la direction de la transition écologique plutôt, elle a joué un rôle assez important dans cette mise en concertation et d'alignement des acteurs internes de la ville de Paris. Voilà, c'est un point qui me semblait important aussi à souligner. Et je profite que j'ai la parole juste pour vous dire que, parce que j'ai laissé à l'écran quelque chose là, je vais juste commenter ça 2 secondes. C'est que vous avez à l'écran 2 photos de choses qui ont été produites dans le cadre d'Ocapi et d'une association spin-off d'Ocapi qui s'appelle Circulus. Donc, on a le pain à boucle d'or et des biscuits donc, qui sont produits avec de la farine qui a été, comment dire, où l'engrais utilisé a été fait à partir du fertilisant. Voilà. Donc, ça sert pas mal aussi on utilise ces éléments. Bon, là, on est comment dire, en visio, donc voilà. Mais quand c'est dans la vraie vie, qu'on rencontre vraiment les gens, on leur distribue parfois des petits sacs de biscuits comme ça. Donc, je peux arrêter le partage maintenant. Ouais, Bernard, on accepte la proposition et la prochaine fois qu'on se croise, on est preneur de ces cadeaux. Catherine, Merci beaucoup. Moi, je trouve toujours passionnant de rappeler qu'on est dans une combinaison de moyens et que les transitions qui se font, elles se font en prenant du temps parce qu'il faut convaincre, il faut avoir les filières prêtes à accepter les techniques. Par exemple, je suis tout à fait Fabien sur la critique du système d'assainissement en place, mais les boues de stations d'épuration vont en épandage agricole. Il y a déjà une valorisation agricole qui est faite, et aujourd'hui, elle rencontre la concurrence de boues qui viennent des élevages
eux-mêmes. Donc, on voit bien la difficulté qu'il y a à trouver ces filières. Moi, je voulais vous demander, parce que donc on est dans des choix et aujourd'hui il faut convaincre, il faut raconter des histoires qui marchent. Donc c'est quoi la belle histoire qui plaît aux habitants ou qui plaît aux gestionnaires autour de ces nouvelles ou de ces rétros ou de cette remise en avant de techniques anciennes? Voilà, ça c'est ma question. Euh, Moi, je peux juste répondre, comment dire, à l'aune, comment dire, des quelques résultats qu'on a déjà en fait au niveau de l'enquête qui est menée auprès des futurs habitants. Euh, donc en fait, comment dire, pour l'instant, c'est une enquête qu'on compte déployer en deux étapes. Donc on l'a déployée pour l'instant auprès des futurs habitants de l'habitat participatif, parce que du fait il y a un habitat participatif au sein de Saint-Vincent-de-Paul, et donc du fait que c'est un habitat participatif, les habitants sont impliqués dès la phase de conception, donc on les connaît déjà. Et dans un second temps, on va déployer cette enquête auprès d'un panel d'une quarantaine de futurs habitants qui seront en logements sociaux et qui sont également préidentifiés. Voilà. Donc, ce qui ressort de ce qui a été mené jusqu'à présent, donc auprès des futurs habitants de l'habitat participatif, euh, on les a interrogés sur comment est-ce qu'ils percevaient et recevaient ce projet, est-ce qu'ils étaient enthousiastes, est-ce qu'ils avaient des craintes, des peurs, etc. Dans les faits, globalement, on a eu 18 réponses sur 23 logements, donc c'est assez énorme. Et on va dire que de mémoire, il y a une quinzaine de personnes qui sont très motivées par le projet. Et souvent, les raisons qui sont avancées, bah, c'est vraiment des raisons environnementales. D'une certaine manière, ils sont fiers de participer à un dispositif innovant bah, qui permettrait de participer à des enjeux environnementaux. Euh, L'impression que j'ai, c'est que donc, comment dire, la ville de Paris et Paris Métropole euh, Aménagement ont, comment dire, une assistance à maîtrise d'ouvrage spécifiquement pour le projet de collecte des urines. Et cette AMO a commencé à déployer des actions vis-à-vis de ses futurs habitants à travers notamment des ateliers de sensibilisation. Et donc ressort le fait que, bah, notamment quand je regarde un petit peu les réponses différentes qui ont été faites par les habitants qui ont répondu à l'enquête, ceux qui ont participé à des ateliers où on leur présentait les enjeux, où on discute avec eux, bah, très clairement, ça a un effet et ça les embarque dans le projet. Après, lorsqu'on les interroge sur le dispositif d'accompagnement qui leur semblerait le plus adapté, par exemple, il y a une forte envie de visiter l'usine de traitement, de voir à quoi ressemble l'urinofertilisant. Donc, je citais, comment dire, le témoignage de Cécile, là, au niveau du clerc du quartier, qui disait, bah, quand j'ai vu le compost et que ça sentait rien et que, bah, qu'il était beau, ça m'a vraiment embarqué dans l'affaire. D'une certaine manière, cette question, elle se pose aussi différemment, mais à l'échelle de Saint-Vincent-de-Paul. Et le fait vraiment d'avoir des éléments concrets, on montre l'urine fertilisant, on montre ce que devient l'urine produite, je pense que ça peut être vraiment une manière de, bah, de convaincre les gens et de les motiver pour quand même avoir des pratiques adaptées, puisqu'on leur demande quand même un effort et de changer quand même en partie leurs pratiques au niveau des toilettes. Alors, moi, je vais rajouter un petit élément là sur la question des histoires là, Catherine, que tu évoques. Effectivement, on se rend compte en regardant les différentes innovations que j'évoquais au début, par exemple la récupération d'eau de pluie, on voit bien que les gens sont motivés par ça. C'est pas pour faire des économies financières. Au contraire, des fois, ça leur coûte. Mais cette idée d'être un peu participer, d'être des vrais citoyens, éco-citoyens, c'est un élément important. Si je prends les toitures végétalisées, il y a cette question qui est très en lien avec la renaturation de la ville aussi. Et là, j'indique plutôt des acteurs de type, comment dire, maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage, etc. Si je reviens aux usagers comment dire, des toilettes à séparation, et le cas de ce point de vue-là, le cas de Claire du quartier est particulièrement intéressant parce qu'il est très révélateur d'un espèce d'état qu'on a pu constater également en faisant des enquêtes dans l'urbanisme transitoire, c'est que il est à peu près acquis l'idée que qu'il y a pas mal de populations assez jeunes qui considèrent que c'est quand même bizarre de faire ses besoins d'eau potable. Et du coup, cette idée d'économiser l'eau est quelque chose qui est vraiment comment dire, perçu et ça accompagne assez bien l'idée de toilette sèche. Voilà. Après, d'aller de là jusqu'à la question que les toilettes sèches, c'est aussi la possibilité de récupérer ces nutriments
et d'en faire des outils de valorisation. Dans les enquêtes qu'on a montées, qu'on a faites, notamment donc, à la Cité Fertile, donc il y a un endroit où il y a des remise transitoire, bah là, c'est pas forcément très connu encore. Donc il y a encore beaucoup de récits à inventer, effectivement, il y a tout un travail aussi, justement, dans le cadre du projet Okapi, notamment avec un spectacle qui a été créé qui s'appelle Humus Humain, pour essayer de travailler les imaginaires et sur ces questions-là. Mais on voit bien qu'on a un espèce d'état intermédiaire de ça. Merci beaucoup Bernard, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé auprès des enfants de l'école, cet étonnement de faire ses besoins dans de l'eau potable. Mhm. La question après, qu'est-ce que ça veut dire sur la suite et ce qu'on fait des excrétas, ça, c'est en effet encore une autre histoire à raconter. Merci beaucoup. Catherine, tu veux faire la promotion de la visite de l'usine de traitement? Tu viens d'envoyer un message. Je viens d'avoir une volontaire qui s'est désistée le 30 avril. Donc, je voulais vous dire que j'ai une place qui est disponible pour la visite du centre de boue de curage. Je crois d'ailleurs que Florence nous fait le plaisir de venir ce jour-là avec Virginie. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Elvire, je crois que tu es prévu, toi, un autre jour. Donc, et vous avez dû recevoir un petit message. Donc, vous n'hésitez pas à me le dire. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou interventions, je Oui, voudrais à je, nouveau. Allez-y, je veux Florence, bien. pardon. Oui, bonjour. Je profite pour me présenter. Donc, Florence Herrero, élue chargée de l'éducation populaire à la citoyenneté, à la transition écologique à la mairie du 20e. Donc, hier, j'étais sur le marché Réunion et je tiens vraiment à vous remercier pour cette formidable initiative qui motive toute une école parce que j'ai rencontré Monsieur Fabry en début de semaine. Et je voulais donc savoir quelle était la suite qui serait donnée à cette initiative dans une école et comment pérenniser ce type de projet au niveau des établissements scolaires. Voilà, parce que en tout cas, moi je vous suis, je vous soutiens. Et je serais très heureuse que l'on puisse prolonger cette expérience et notamment avec des scientifiques tels que Marc-André Sellos, que nous connaissons bien et qui habite dans le 20e arrondissement. Et je pense que dans le cadre d'un événement accompagné par la mairie du 20e, on pourrait peut-être envisager une intervention de scientifiques à vos côtés pour les habitants et les habitantes du 20e. Voilà, entre autres propositions. Catherine, est-ce que je peux répondre en partie? En partie, mais il y a plusieurs questions. La première, c'est alors la pérennisation. C'est difficile, nous, sur des formats projets de recherche, de pérenniser sur le long terme. Néanmoins, on a vraiment l'ambition de développer un observatoire pérenne. Alors, pas seulement l'équipe d'égout, hein, mais à l'échelle de l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par le projet. Je pense au SIAP, à la ville de Paris, d'autres acteurs. Mais on est vraiment dans une démarche aussi d'associer les citoyens à cette idée d'une observation pérenne. Euh, je reviens sur l'action de recherche qui est toujours en cours. Et je pense qu'il faut le réaffirmer parce qu'on continue à faire des mesures aujourd'hui, demain et dimanche. Et comme je suis chercheur un peu rêveur aussi, je me dis peut-être avec l'écho que l'on a eu auprès de la population et dans les médias, on va peut-être voir une augmentation de nos traceurs au cours de la semaine avec un maximum peut-être dimanche. Donc il faut continuer à insister, à faire l'écho de cette action recherche. On est très clairement avec Catherine, avec Nada, avec les autres participants au projet en train de construire le retour aux citoyens qui se fera vraisemblablement fin mai quand on disposera des premiers résultats. Ce qui est acté dès le départ, et c'est Catherine qui est vraiment j'allais dire cheville ouvrière, mais c'est largement plus que ça, parce que l'énergie qui a été déployée depuis l'automne, c'est juste incroyable. Il y aura de toute façon un retour à l'école, ça a été discuté avec monsieur le directeur, un retour aux parents d'élèves, et puis un retour aux citoyens. On doit faire un retour aux citoyens selon des modalités qu'on n'a pas encore définies,
mais je pense que ce serait très, très intéressant qu'on fasse ça de manière concertée avec la mairie du 20e. Catherine, est-ce que j'ai dit des bêtises? Tu ne dis jamais de bêtises. Pour Madame Florence, moi je pense que tout ce qu'on a fait comme animation à l'école, on va essayer d'en faire un kit qu'on va promouvoir avec l'association de médiation scientifique qui nous accompagne. C'est Anne Fleur qui est avec la STS. Et on va pas, je retournerai pas dans les écoles l'année prochaine, mais on a tout un lot d'actions qu'on a faites avec les enseignants et donc on le mette dans un kit et qu'il soit disponible pour que les écoles qui ont envie de continuer puissent le faire. Si ça peut participer d'une réponse à vous faire. Et donc, on a bien prévu deux types de réponses, un aux enfants, un aux parents on va essayer d'avoir un message et des questions différentes. Et si la mairie du 20 peut nous accueillir pour faire une restitution, Mm. je pense que nous en serions ravis. Et on a même un petit clin d'œil du président du SIAP, hein, si je ne me trompe pas, pour être avec nous ce jour-là, si cela vous paraît être une bonne idée, Madame Ferrero. Oui, bien sûr, je viens de le proposer, donc oui, oui. Bah, je vais voir avec les services. Bon, de toute façon, on se contacte juste après. Hein, Oui, ouais. sans Oui, souci. merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc pour rappel, l'action de recherche est toujours en cours. On doit maximiser la participation citoyenne avec l'espoir de pouvoir mesurer quelque chose. Euh, c'est vraiment une petite pépite, cette action de recherche. Je suis vraiment content parce qu'elle a été imaginée très tôt dans le projet, co-construite avec les citoyens et ça marche bien. On verra si les résultats collent avec nos hypothèses. Vous pouvez retrouver, là vraiment l'impression de sortir de mon métier de chercheur, mais tant pis, vous pouvez retrouver les webinaires en replay sur le site Egou et sur la chaîne YouTube du projet Egou. On a vraiment des super webinaires. Encore merci Aurélie et Bernard, c'était super intéressant. Et puis, si vous voulez avoir des informations sur le projet, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous ajoute à nos listes de diffusion. On n'abuse pas, on envoie des mails, un ou deux mails par mois, mais ça vous permet de rester informé sur le projet. Je n'ai rien oublié. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Non. Et puis, Bernard et Aurélie, il faut qu'on se voit très vite de manière à pouvoir profiter de vos productions. Bah, merci en tout cas de nous avoir donné la possibilité de présenter ce travail. Et effectivement, c'est avec plaisir qu'on reviendra présenter des Ouais, choses. Et ça sera intéressant en plus par rapport à Ego, parce que ça sera vraiment des enquêtes habitants. ouais. Donc c'est très pertinent. Très Euh, bien. Ce qui est prévu dans la dynamique des webinaires, c'est d'avoir quelques présentations du projet Aubépine, parce que c'est des gens avec lesquels on parle beaucoup. Et puis le SIAP aussi, on leur a proposé de faire un webinaire sur leur observatoire des pratiques et des micropolluants. Donc voilà, ça va arriver dans les semaines prochaines. Et puis peut-être en fin d'année scolaire, on aura un exposé d'Elvire pour nous présenter son travail. Mais ça reste à discuter. Et d'Anne Fleur. Et d'Anne Fleur aussi, ouais, on a ça aussi en attente. Merci beaucoup à tous et à toutes. À Merci très encore, bientôt. Aurélie. Bernard, merci infiniment. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.